que de mon expérience particulière, qui est celle d'un enseignant-chercheur qui est tombé dans la sauce de l'administration culturelle en tant que RAC ou conseiller technique. Donc j'ai essayé de réfléchir à toutes les conneries qu'on avait pu faire lorsqu'on était aux commandes, quand j'étais aux commandes des politiques culturelles. Donc moi je vous parle que de ce point de vue-là. Je ne veux pas faire le sociologue de service ou l'anthropologue de service qui va vous décrire la réalité de... Je vois les choses à travers le boulot, les responsabilités que j'ai prises, c'est-à-dire comment on fonde une politique culturelle dans un État qui est un État démocratique, avec sérieux. À quelles conditions les politiques culturelles peuvent-elles contribuer à faire du commun? Voilà, ça c'est la question auquel j'ai essayé de répondre. Et donc, à partir de là, c'est assez simple. Les conditions pour la politique culturelle de faire du commun ont été effectivement bien pensées et bien organisées en France depuis Malraux. Ça a été parfaitement pensé, parfaitement organisé, parfaitement soutenu par la démocratie, en tout cas ces instances politiques, avec des corps professionnels qui sont encore totalement convaincus. Et pour faire du commun avec la culture, c'est finalement assez simple, c'est l'idée qu'il y a un socle commun de culture à partager. Et il y a une très belle phrase de Gaëtan Picon, ça nous remonte dans les années 60, qui dit les choses suivantes. Qu'est-ce qu'une beauté qui n'existe pas pour nous tous? Qu'est-ce qu'une vérité qui n'existe pas pour tous? Que la culture n'existe que pour quelques-uns, c'est un scandale qui doit cesser et que la démocratie s'emploie à faire cesser depuis qu'elle existe. Donc l'enjeu de la politique publique dans une nation comme la France, c'est transformer en bien commun un privilège, c'est le but des maisons de la culture. Voilà. Le mot-clé, c'est accès à la culture pour tous, démocratisation de la culture, élargir au plus grand nombre. Tout ça, ça va avec l'idée qu'il y a un endroit qui s'appelle culture, qui est détenu par quelques-uns, et que la nation n'existera que si elle rend tout ça bien commun. Alors jusque-là, tout va bien. Sauf que cette idée-là, elle est fondée sur tout simplement, j'ai encore sorti ma citation, l'hypothèse, non c'est la certitude, que ceux qui savent ce que c'est que la culture sont confrontés à, qu'est-ce que je vais utiliser comme mot pour l'instant, un ensemble de personnes, un groupe majoritaire. Je fais attention de ne pas dire public, encore. Je ne dis pas peuple. Non, enfin bon, à tous les autres. Et tous les autres, eh bien, ils ne reconnaissent pas ces valeurs culturelles qui sont bien repérées par les privilégiés. Et pourquoi ils ne les reconnaissent pas? Je parle depuis les années 60, depuis le début de l'instauration de la démocratie de la culture, parce que ces gens-là sont aliénés. Et tant qu'on n'a pas pigé ça, on n'arrive pas à comprendre la démocratisation de la culture. Notre devoir, dit toujours M. Picon, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, accès à la beauté, notre devoir, pour tout dire, est de mettre un terme à l'aliénation de l'individu par rapport à la culture du présent et du passé. Donc du coup, liberté, égalité, fraternité, une masse, maintenant on peut le dire, une masse aliénée, ceux qui savent quelles sont les vraies valeurs, les vrais talents que l'humanité a pu produire. Donc, vous aurez bien compris, il y a inégalité culturelle dès le départ. Mais l'idée qu'il y en a qui savent et que les autres, malheureusement, devraient savoir, mais ne sont pas en état de savoir, et bien on la retrouve. On la retrouve dans un document de 98 qui s'appelle la Charte des missions de service public. En général, si je vous en parle, c'est que les élus reprennent encore cette idée. Ah oui, notre politique culturelle, il faut qu'elle se cale sur la Charte des missions de service public. Alors, voilà comment ça se passe. Nos responsables de structure, je parle pour ceux qui étaient à l'atelier tout à l'heure, de la culture, CDN, tous ceux qui reçoivent de l'argent du ministère de la Culture ont une responsabilité sociale. Pas simplement artistique, pas simplement territoriale, sociale. Je vous lis la phrase qui correspond à la responsabilité sociale de ceux qui reçoivent de l'argent du ministère pour exercer une mission culturelle. Alors, cette responsabilité sociale s'exerce. C'est la langue de bois, il faut le relire deux fois. Cette responsabilité s'exerce au-delà des relations que chaque organisme entretient avec le public le plus fidèle. Je m'arrête un peu, donc vous voyez, je suis la maison de la culture, j'ai un public, il est quoi? Il est fidèle, hein, et il vient souvent, il regarde le programme, il a envie de venir. Le public le plus fidèle, alors,
Il n'y a pas que, mais le reste, c'est ce que j'en fais. Alors, au-delà des publics les plus fidèles, cette responsabilité s'exerce par tous les modes d'action, susceptibles de modifier les comportements de cette partie largement majoritaire de la population qui n'a pas, pour habitude, la fréquentation volontaire des œuvres d'art. Je vous donne plein d'argent, monsieur le directeur de la Maison de la Culture. Vous êtes missionné, vous avez une mission d'État, mission publique, et vous devez agir pour que la population change de comportement. Pourquoi? Parce que volontairement, c'est ça qui est intéressant, elle ne fréquente pas les œuvres d'art. Fréquentation volontaire des œuvres d'art. C'est extraordinaire comme texte. Alors là, vous avez la logique de l'aliénation. Je vous donne de l'argent pour que les gens changent de culture. N'aient plus la même vision des choses, n'aient plus le même centre d'intérêt. En gros, vous arrêtez de regarder la télé et que d'aller au supermarché, etc. Mais vous voyez bien que derrière, il y a l'idée d'une aliénation massive, les médias, le marché, etc. Et si on donne de l'argent, c'est pour que les gens, par tous les moyens possibles, eh bien, changent de comportement. Cette idée de l'individu aliéné, qui n'est pas en situation, qu'on ne peut pas écouter dans ses choix artistiques, qui modifier ses comportements, c'est à la fois une erreur et c'est une faute. Alors c'est une erreur, c'est assez facile à repérer que c'est une erreur. Comment ça devient une erreur bête par rapport à l'idée de changer les comportements et de mettre tout le monde en commun derrière les grandes œuvres, etc. Eh bien, c'est que pour faire ça, pour essayer d'aller dans ce sens-là, pour concrétiser les conditions de l'accès à la culture pour tous, de la démocratisation, eh bien, le ministère, puis après les collectivités qui ont suivi, on dit, ben alors là, il faut essayer de proposer des offres, effectivement, de bons biens culturels. Des offres de bons biens culturels qui soient bien sélectionnés. Par qui ils sont sélectionnés, ces bons biens culturels? Par ceux qui savent, évidemment. Donc on a confié aux experts des disciplines artistiques le soin de faire une offre. Et on a multiplié les lieux de l'offre. Et partout, vous avez des lieux de l'offre. On le disait ce matin, le ministère a commencé, n'importe quelle commune a commencé, fait un lieu de l'offre où l'offre est définie par des spécialistes de chaque discipline. Pour l'instant, vous n'avez pas vu l'erreur. Et l'erreur, elle vient juste après. Si vous faites une offre de biens culturels, vous la faites à qui? Vous la faites à des personnes, je dis toujours des gens, pourquoi? Moi je dis des personnes qui sont en statut à un moment donné d'être des, vous allez dire publics, non, des consommateurs. Au fond, l'erreur, elle est là, pour aller assez vite. L'erreur, c'est qu'à la fin du compte de cette idée, que le commun, c'est de partager les vraies valeurs, les vrais talents de l'humanité, et bien cette idée, elle finit par être l'erreur parce qu'elle renvoie à l'idée de consommation individuelle de cette offre. Et derrière cette idée, l'erreur est encore pire, peut-être que vous ne la verrez pas comme ça, mais j'essaierai de vous l'expliquer à la fin, c'est que derrière, il y a l'idée que cette offre va répondre à des besoins, et que donc on sera dans une situation meilleure pour l'ensemble de la société, parce qu'on aura mieux répondu aux besoins. Ce sera une société du bien-être qu'on invente à travers la consommation de biens culturels, de services culturels, par les multiples institutions. Bien-être, société du bien-être. Maintenant, je crois que c'est devenu complètement évident, cette logique de réponse aux besoins et du bien-être est une logique qui conduit, en période de crise notamment, à effectivement une façon de se comporter qui renvoie non plus au sens, mais simplement à la comptabilité pour aller traiter. Ça, c'est l'erreur. On a cru qu'on allait émanciper les masses, et en fait, on n'a fait que gérer des stocks de consommateurs. Moi, j'appelle plus ça les publics, les stocks de consommateurs individuels, et les stocks de consommateurs individuels, ça ne fait pas effectivement la société que l'on veut. Et puis, pourquoi c'est une faute? Tout simplement parce que cette hypothèse d'aliénation a conduit à confier les clés de la valeur de référence, valeur culturelle de référence, à des professionnels. En considérant, c'est là la faute, pour moi, en considérant que ces professionnels ne faisaient pas partie de ceux qui étaient dans le dispositif d'aliénation. Ils étaient au-dessus du système d'aliénation. Donc c'est à eux qu'il fallait confier les clés de ce qu'il y a de meilleur en art plastique, en théâtre, etc.
l'exigence, l'excellence, tous ces mots-là qui veulent dire on est au-dessus du panier, on est hors du système d'aliénation. Il faut quand même un sacré culot pour arriver à se poser comme étant des aliénés de toute la vie complexe dans laquelle on vit. Et donc, le jeu a été, c'est là que c'est une faute. Pourquoi c'est une faute? Parce que nous sommes, et moi je tiens, parce que ça reste comme ça, nous sommes dans une société qui a fondé son organisation sur des principes de droit, des principes de respect des droits humains. C'est tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. 148. On parlait de reconnaissance ce matin, vous voyez bien qu'on va le tirer de dignité. Quand est-ce qu'une situation permet à une personne d'être en dignité par rapport aux autres? C'est une notion qui est extrêmement importante, parce que je suis atteint dans ma dignité si mon identité culturelle, elle n'est pas reconnue. Voilà les termes de tout à l'heure. Si on ne me connaît pas, si je suis invisible, si on me malmène, si mon identité culturelle ne fait pas partie de ce que l'autre reconnaît, ben, je ne suis pas grand-chose. Et la faute, elle est là. La faute, elle est effectivement d'être passé à côté, volontairement, de cette reconnaissance des personnes en tant qu'être libre et être de dignité. Alors, là c'est dur, là c'est très dur, parce que j'ai bien vu à tout cet exposé comment les milieux professionnels avaient réagi immédiatement en disant « Lucas, tu es en train de nous foutre dans le panneau parce que c'est du populisme et c'est la démagogie de dire ça, parce que tout d'un coup on reconnaît la personne et l'identité culturelle de la personne. » Et là, ça fait les gens en parlaient, aussitôt on pense communautarisme, hein, on reconnaît l'identité culturelle de la personne. Alors, on va en quelques minutes mettre tout ça en bas, et on va retrouver le commun. L'idée est bien de considérer que toute personne est libre, et toute personne est donc peut être mise en situation de dignité, donc en situation de reconnaissance de son identité culturelle, mais pas parce que pour lui faire plaisir. Pas pour être laxiste en disant dans ton dans le culturel c'est très bien, moi j'ai la mienne, etc. Non, parce que l'enjeu est culturel. Qu'est-ce que c'est que l'enjeu culturel en l'occurrence? L'enjeu culturel, c'est de faire humanité ensemble. Alors, l'idée du coup de la politique culturelle dans ses rapports avec le commun, ben il est là, elle est là. Et l'idée de dire, écoutez, je reconnais la personne dans son identité culturelle, mais pas pour rien, parce que c'est la seule façon, effectivement, de parvenir à faire humanité ensemble. C'est la définition même de la culture. Et voilà la définition de la culture. C'est plus les œuvres magistrales qui donnent sens au monde entier à travers des biens et des objets. La culture, ben, c'est des personnes qui sont en relation. La culture est une notion vaste qui englobe sans exclusive toutes les manifestations de l'existence humaine. Jusque-là, on est chez les anthropologues, ils sont contents. Mais ça ne va pas durer. La culture comprend notamment, vous imaginez pour quelqu'un qui veut dire de la culture, là c'est dur. La culture comprend notamment le mode de vie, la langue, on en parlait ce matin, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la religion et les croyances, les rites et les cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de production, la technologie, l'environnement naturel et humain, l'alimentation, l'habillement et l'habilitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions. Là, on est très anthropo. Et c'est la phrase d'après, c'est le petit mot d'après qui redonne tout son sens politique à cette définition, par lesquels, et le sens qu'il donne. Alors, pardon, je la refais un peu, parce que j'ai chopé là. Les coutumes et les traditions par lesquelles des individus, des groupes d'individus et des communautés expriment leur humanité. Alors là, on est devant une question auquel on a failli échapper ce matin, mais je la mets plein pot à votre réflexion de praticien. Qu'est-ce que c'est que l'humanité dans cette affaire-là? Pour Malraux, c'était simple. L'humanité, c'était les chefs-d'œuvre, on va dire, l'œuvre capitale de l'humanité. Pour l'UNESCO aussi. Si vous connaissez une ville qui est classée au patrimoine mondial pour son beau patrimoine, eh bien c'est parce que ce patrimoine, il a une valeur d'humanité. Et dans cette définition-là, l'humanité n'est rien d'autre que ce que toutes les personnes qui ont des coutumes, des savoir-faire, des langues, etc., vont faire de l'humanité, c'est-à-dire de leur rapport aux autres. Quand est-ce qu'ils vont exprimer leur humanité? Il y a 50 ans, 20 ans, 30 ans, être par exemple homosexuel, ça ne faisait pas partie de l'humanité, même dans une situation comme la France. D'ailleurs encore, dans un certain nombre de pays, ça ne fait pas partie de l'humanité.
Aujourd'hui, à travers la discussion, la négociation, le combat, etc., être homosexuel n'est plus quelque chose qui est exclu de l'humanité. On peut même se marier, donc quelque part, voilà un référentiel qui fait partie de l'humanité. Et c'est ça que j'aime dans cette définition, c'est qu'elle nous dit à tous que la notion d'humanité n'a pas de contenu, a priori, défini par le chef du chef du chef des arts, ou le chef du politique. L'humanité n'a pas de contenu. Parce que si elle en avait, qu'est-ce qui se passerait? Ça voudrait dire que certains ont réussi à dire ça c'est humain, ça c'est barbare. Et on l'a fait. Combien de fois on l'a fait? Sauf que les luttes de décolonisation sont passées là-dessus. Et toutes les années 60-70, ça a été aussi pour expliquer bien d'autres luttes, mais au moins celle-là, elle a eu lieu à l'UNESCO. Et attendez, depuis que vous êtes arrivés chez nous, on ne danse plus de la même façon, on n'a plus le droit de danser, on n'a plus le droit de parler, vous avez complètement éliminé notre culture. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes porteur de l'humanité parce que vous avez fait Molière ou Mozart. En plus, regardez du côté des fours combattants, c'était pas mal non plus. Vous n'avez que des gens cultivés qui ont réussi à les allumer, donc ça va. Donc nous sommes devant une idée qui est forte, c'est qu'elle renvoie à l'idée que nous sommes tous libres et égaux en dignité et en droit, et que si on ne se manifeste pas en tant qu'être libre dans le débat public sur qu'est-ce qui à un moment donné fait humanité ou ne fait pas humanité, et donc qu'est-ce qui fait culture, et bien dans ces cas-là, il ne faut pas espérer que la notion d'humanité va pas se resserrer sur ceux qui ont du pouvoir, pour dire les choses un peu comme ça. Donc l'idée de culture, c'est l'idée de faire humanité ensemble, c'est l'idée de démocratie, c'est l'idée de se battre, de se débattre, de discuter pour faire en sorte que la manière dont on voit le monde trouve reconnaissance auprès des autres. J'ai encore un truc à dire qui me paraît important par rapport à cette histoire maudite des arts et de la culture qui m'énerve prodigieusement. Si on est sur cette logique des êtres humains libres et dignes, qui ne peuvent être libres et dignes que si les autres les reconnaissent comme libres et dignes, donc effectivement si on fait humanité ensemble, donc s'il y a des espaces publics où on s'ajuste, qu'est-ce qui arrive? Il arrive nécessairement qu'on parvienne à des compromis. Donc l'enjeu politique, c'est comment ma culture peut être reconnue par l'autre, c'est-à-dire comment on passe des différences culturelles aux diversités culturelles. Les diversités culturelles, c'est pareil que les différences, sauf qu'elles sont entendues comme faisant partie d'un même genre humain. Et elles confirment qu'une organisation démocratique qui s'appuie sur le référentiel des droits humains doit garantir la liberté artistique selon un certain nombre de recommandations, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière cette idée-là, il y avait, derrière l'idée de diversité culturelle, de reconnaissance des personnes dans leur culture, eh bien, il y a eu un retour du bâton, en particulier des grosses organisations professionnelles comme le SANEAC. Même mes amis du CNAVI, il y avait quelques-uns. Et il a fallu sortir le rapport Chahid pour leur dire le droit culturel, c'est pas simplement l'idée de laisser place à la programmation de l'opérette à la Maison de la Culture de Grenoble. La liberté culturelle, c'est la liberté de création artistique ou la liberté d'expression artistique. Et ça, c'est quasiment bien ficelé, c'est quasiment bien garanti dans le rapport Chahid. Il serait temps que la politique culturelle passe de bien-être, réponse aux besoins des consommateurs, très contents, etc., à une société plus juste, parce que là, le concept central, ce sera comment les personnes sont reconnues par les autres en faisant avec elles quelque chose qui n'est pas du commun, mais qui est quand même du commun, en tout cas qui est un parcours, un chemin vers plus d'humanité, c'est-à-dire plus de liberté, plus de dignité, plus de capacité à être acteur, et ça s'appelle, ou ça s'appelait bêtement, je comprends pourquoi mes amis continuent à utiliser cette expression-là, ça s'appelait l'éducation populaire. Je préfère dire, moi, que ce qui était l'éducation populaire, c'est un parcours dans la démocratie pour des personnes qui ont plus de capacité d'être reconnues et d'agir pour essayer de construire ensemble l'humanité. Parce que j'ai travaillé cette question-là avec mes amis des fédérations des MJC de Bretagne, et après s'être bien engueulé sur l'éducation populaire, la conclusion, ça a été, bah oui, notre boulot à nous, c'est pas d'être épicier, de faire des stages, de faire des stages ou de faire des propositions aux jeunes. Je dis abandonner le terme jeune, c'est affreux, arrêtez avec les jeunes. Ce sont des personnes qui ont un certain âge, c'est pas pareil. Et bien on est arrivé à la conclusion que leur boulot, ils étaient architectes de la dignité des personnes.
ben, ils en sont très fiers, très contents, et au moins ils auront donné du sens. C'est ce que j'ai cru entendre ce matin dans l'introduction que vous avez faite pour présenter le lieu, architecte de la dignité des personnes. C'est un beau métier quand même, mieux que prestataire de service pour faire plaisir à des qui s'appellent les jeunes. Voilà. Merci de votre attention.